Bonjour, je suis Christophe Nick, je suis producteur de documentaires et de programmes transmédia. Pour Generation Watt en Asie, on est parti en octobre à l'Asian Side of the Dock à Bangkok, où se retrouvaient une quarantaine de diffuseurs et tous les professionnels asiatiques du documentaire. Très très impressionnant, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est un marché, c'est-à-dire que c'est un endroit où se retrouvent des diffuseurs de toute la région, avec ce qu'on appelle des commissioning editors, qui sont des gens qui ont la capacité de prendre une décision d'achat ou pas d'un programme. En fait, on s'est retrouvé au centre de ce salon, voilà, comme un peu l'événement. Donc on a fait des présentations à tout le monde qui ont marché du tonnerre de Dieu. On avait des objectifs très précis, d'obtenir un préaccord d'au moins 6 diffuseurs en Asie pour cofinancer une partie du programme. Il y avait l'UNESCO qui était très impliqué, qui doit amener aussi l'autre moitié du programme pour des pays qui n'ont pas les moyens. Donc on avait un enjeu de présentation, un enjeu d'explication et un enjeu de pousser à la décision. Voilà. Ça a marché beaucoup plus fort que je le pensais. Il y a un besoin, il y a une demande. Quand on arrive sur un projet transmédia qui avait déjà une petite notoriété parce que c'est la première fois que ça a été fait en Europe, supervisé par un organisme international qui était l'UER, et qu'il a des résultats, il y a une rumeur dans le milieu professionnel international. Voilà. C'est-à-dire comment pouvoir faire un programme de télé qui marche aussi bien sur le net. Deuxièmement, comment toucher les jeunes, puisque les jeunes ne nous regardent plus. Mais alors qu'on soit en Europe, au fin fond de l'Asie, c'est pareil. Et troisièmement, comment apprendre à travailler avec du numérique. Ces trois choses-là sont très très importantes. On aurait pu aller vite, simplement ce programme-là nécessite que tout le monde travaille ensemble. Donc on n'est pas simplement en train de vendre un format et de l'exporter et de leur dire comment le reproduire, on est aussi en train de les convaincre de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, parce qu'il n'y a pas de concours de l'Eurovision là-bas, hein, de se mettre tous ensemble et de se coordonner pour travailler tous ensemble autour du même programme. Et que tous ces diffuseurs asiatiques et du Pacifique soient eux-mêmes coordonnés avec les diffuseurs du monde arabe qui vont le faire et les diffuseurs européens. Et on est en train de l'ouvrir sur le Canada et l'Amérique du Nord. Ils ont un double problème. Leur premier, ça va être « Oh là là, j'ai tellement d'informations, comment je vais pouvoir raconter ça à mon directeur ?» Voilà. Et quand on se retrouve aussi bien avec la télé de Brunei ou la télé vietnamienne, voire les Cambodgiens et tout, on est dans des pays ou du Népal qui ont d'énormes difficultés à fabriquer le moindre programme. Il y a des pays qui ne peuvent même pas venir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir venir. Voilà. Alors de basculer aussi rapidement, même si c'est tous des bons professionnels, dans cette complexité qu'un programme n'est pas un événement d'un soir, mais quand on fait du transmédia, on est sur une campagne de 6 mois où on va utiliser tous les langages, que ce soit celui du net, que ce soit celui de la télé, que ce soit celui de la radio, de la presse écrite, et même des ONG, là, waouh, ça sort tellement des sentiers habituels, et en même temps, ils savent qu'ils doivent passer par là pour apprendre. On leur amenait une solution qui contient une formation, qui contient un programme qui réussit, et qui les met en acteurs d'une scène internationale. Là où c'est en plus très étonnant, c'est que, à part le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, quelques pays comme ça, la plupart des pays sortent tout juste de la période de la diffusion hertzienne, avec quelques chaînes nationales, et le plus souvent des chaînes d'État, pas des chaînes de service public, sans passer par la TNT, sans passer par les années numériques, en allant directement sur mobile. Et donc quand on voit la Thaïlande, par exemple, ils ont 35 millions de personnes sont abonnées à un service de télé sur portable. Donc c'est un autre type de consommation. Ils sont tout de suite rentrés là-dedans, et ces 60 chaînes ont très très peu de contenu. C'est-à-dire ça rediffuse du feuilleton sud-coréen, on a de la pop sud-coréenne, on a énormément de pubs, mais il n'y a pas de quoi alimenter du programme original, du truc qui parle à tout le monde. Donc avec Generation Watt, on leur apprend comment travailler entre leur antenne et ce qui se passe sur le mobile, comment utiliser le web autrement que simplement en faisant un tuyau qui envoie de la vidéo, au lieu de le passer par l'hertzien, on le met sur le web, comment rentrer dans ce langage très très particulier qui fait qu'on peut être participatif sur le web. On est dans une zone extrêmement bizarre où on a
probablement les plus grands écarts d'inégalité au monde. Voilà, entre ce qui peut se passer en Afghanistan et ce qui se passe à Tokyo, c'est le même continent pourtant. Alors en plus, il y a une complexité, c'est que donc nous, on aime bien travailler, et c'est indispensable pour ce type de programme, quand on décide de mettre plusieurs chaînes ensemble et qui doivent coopérer. Dans le monde arabe, ça l'est encore plus, mais alors en Asie, le problème, c'est qu'il y a peu de pays qui ont le sentiment de faire partie d'un continent. Il y a peu de pays asiatiques qui se disent « je suis asiatique ». On est son pays, on est Thaï. Alors il y a des sous-régions qui commencent à émerger. Évidemment, il y a toute la région autour de l'Inde, elle est ultra connue. Il y a l'ASEAN, donc qui va en gros de la Birmanie jusqu'à l'Indonésie et englobe les Philippines et les pays du Mékong. C'est plus gros que l'Europe, plus habité, et c'est pourtant pas considéré comme un centre. Et eux-mêmes ont un mal fou à se projeter dans une identité ASEAN. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est une pure construction politico-économique, l'ASEAN. Encore plus compliqué quand on parle avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est les Néo-Zélandais qui nous le disent. Nous, en Nouvelle-Zélande et en Australie, il n'y a pas de problème, on se sent aussi bien vers l'Asie que vers l'Océanie et le Pacifique. Mais à part nous, en Océanie, personne ne se sent proche de l'Asie, voire au contraire. C'est pas évident de se dire on met dans un grand ensemble, vu d'Europe, ça a l'air simple. Donc on va peut-être, là on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'on va peut-être être obligé de faire plusieurs hubs. C'est ce qui va connecter les sites de chaque pays où on peut se comparer. Et c'est vrai que dès qu'on se met à parler avec les Chinois, ça va très très vite. Ils me disent, mais nous, il nous faut 30 sites en Chine. Donc on a des pays continents comme ça. L'Inde, c'est pareil. Quand on parle au service public indien, ils nous parlent tout de suite de 12 sites. Bref, on se retrouve avec des problématiques qui sont aussi des problématiques géopolitiques. C'est clair que faire de l'audiovisuel international, c'est aussi penser très fortement à ça. Notamment la question du questionnaire pour les pays musulmans, c'est pas évident. Il y a des questions sur la sexualité qu'on ne peut pas faire, parce que ça sert à rien de foutre le feu pour rien. On a réécrit un certain nombre de questions avec les associations de jeunes pour faire qu'on peut aborder des questions de sexualité sans que ça foute le feu. Alors, de travailler sur l'Europe avec Generation What, ça nous a, quand on fait le bilan maintenant, fait comprendre plusieurs choses. D'abord, la collection documentaire qui est télévisée en coproduction, c'est une vraie galère. Finalement, à la fin, en arbitrage, on se rend compte qu'on va vers le plus petit dénominateur commun et pas vers la vraie prise de risque. Donc ça, c'était frustrant et je pense que je ne referai pas ce type de coproduction. Par contre, ce qu'on a aussi appris de très positif, c'est que certains diffuseurs sont vraiment allés jusqu'au bout de l'idée qu'on avait. C'est-à-dire qu'ils en ont vraiment fait une campagne de 6 mois. Et là, on arrive du coup à des taux de pénétration dans la population qui sont stupéfiants par rapport à ce qu'on avait fait en France. Où quand même, France 2, Le Monde, Europe 1 étaient très engagés. En Autriche, il y a plus de 1% de la population qui a répondu au questionnaire. C'est-à-dire que là, c'est de la vraie consultation nationale. Donc c'est très très impressionnant. Et le potentiel de ces programmes participatifs, on se rend compte qu'on peut aller encore plus loin en affinant le truc. Là, quand l'UER a organisé avec la Commission européenne, le 21 novembre dernier, une matinée entière Generation What, où on est quand même au Conseil de l'Europe. Il y a les 28 ministres de la jeunesse de toute l'Europe. Il y a la Commission européenne qui est là. Il y a le patron de l'UER qui débarque avec un PowerPoint qui présente les résultats de Generation What. Et pendant 3 heures, les 28 ministres débattent à partir de là de la situation de la jeunesse en Europe et des problématiques. Du coup, relançant du Erasmus++, faisant des trucs comme ça. Aucune illusion, on n'a pas convaincu les politiques, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais au moins, il y a un moment où les leaders prennent en compte le fait que la télé crée de l'info, fait participer son public et devient un acteur de la vie démocratique. Et ça, je pense qu'on n'en est qu'au début.